Mesdames et messieurs, bienvenue sur TPT+, ensemble partageons l'information. À la une de ce journal, les Congolais confrontés aux réalités économiques et sociales du quotidien espèrent beaucoup du nouveau mandat du président Denis Sassou Nguesso quelques jours après sa réélection. En Ouganda, un homme a tué 4 enfants lors d'une attaque au couteau dans une école maternelle de Kampala. 40 pays se concertent face au blocus du détroit d'Ormuz le jeudi 2 avril sur une réponse commune. Voilà l'essentiel des titres à présent dans le journal. Merci de choisir TPT+, pour vous informer. Ouvrons ce journal. Après la réélection du président Denis Sassou Nguesso, une nouvelle page s'ouvre pour la République du Congo. Dans les rues, les marchés, les foyers, les attentes sont nombreuses et pressantes. Les Congolais confrontés aux réalités économiques et sociales du quotidien espèrent que ce nouveau mandat marquera un tournant décisif pour le pays. Michel Opakwele et Welcome Ayonde pour ce reportage. 24,90%, le président Denis Sassou Nguesso s'apprête à prêter serment le 16 avril prochain. À Brazzaville, sur les grandes artères comme dans les quartiers populaires, les attentes des Congolais sont nombreuses et sans détour. Dans les rues de la capitale, un constat s'impose. La population attend avant tout une amélioration concrète des conditions de vie. Accès à l'eau, à l'électricité, baisse du coût de la vie. Pour beaucoup, ces besoins de base restent une priorité absolue. L'emploi figure également au cœur des préoccupations. Jeunes diplômés ou non, nombreux sont ceux qui espèrent voir émerger de véritables opportunités dans les années à venir. Bon, ce que je peux seulement lui souhaiter qu'il puisse améliorer les conditions de vie des Congolais, qu'on puisse vivre en paix, qu'on puisse améliorer les routes, les voies, les écoles, les hôpitaux. Il y a certaines personnes qui meurent dans les hôpitaux là parce qu'ils manquent de moyens financiers. Le boulot, on puisse construire des sociétés pour que les jeunes puissent travailler. Lui-même, il a dit dans ses discours de campagne qu'au niveau de la fonction publique, les quotas sont limités, la plus de place c'est pour la jeunesse. C'est bien beau, c'est lui, c'est le constat d'un président de la République. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, il doit créer des emplois. En dehors de la fonction publique, les emplois peuvent être créés, soit en installant des usines, des industries légères, pour que ces jeunes-là, même étant à la fonction publique, diplômés, ils peuvent aller travailler là où ces industries ou ces usines seront installées. Parce qu'une nation ne dépend pas surtout de la fonction publique. Mais au-delà de la fonction publique, certains appellent à un changement. Pour eux, le développement du pays passe nécessairement par la dynamisation du secteur privé. Car la fonction publique seule ne peut pas résoudre les problèmes d'une nation, affirme un autre habitant. Il plaide pour une véritable politique de soutien aux entreprises privées capables de créer de la richesse et de l'emploi sur le long terme. Chez nous, le Congolais, l'essentiel c'est d'avoir un diplôme, tu prétends travailler toujours à la fonction publique. Mais la fonction publique ne résout pas le problème d'une nation. Les souverains publics ne résout pas le problème d'une nation, c'est plutôt au privé. C'est encore à venir. Nous voulons voir les entreprises privées prospérer. Parce que comment se fait-il qu'une nation comme ça, on trouve seulement des maisons d'étage qui fleurissent. Mais ces maisons-là, c'est rien, c'est 2 ou 3 personnes, c'est des maisons privées. Ça ne crée pas des emplois. Oui, ça ne crée pas des emplois. Il faudrait qu'il y ait des entreprises privées qui peuvent embaucher les jeunes pour qu'au moins le pays soit prospère pendant les 5 ans à venir. Ils aspirent à un changement palpable dans leur quotidien au cours des 5 prochaines années. C'est un message de paix et d'encouragement. C'est vrai que lui, il est, pour moi, à l'âge que j'ai là, je me dis que lui, il a été au sort de l'indépendance. C'est un cadre au sort de l'indépendance. Donc, je suppose qu'il connaît les problèmes qui minent cette nation-là. C'est lui qui est capable de refaire notre nation, de l'amener à la prospérité. Là, aujourd'hui, nous sommes à Sassou 5 aujourd'hui. Mais c'est vrai, nous voyons les routes, les pavés, mais les entreprises, les emplois. Il n'y en a pas. Les entreprises privées qui existaient avant, ça n'existe plus. Donc c'est là où on veut que vraiment qu'on sente un changement sur le 5e moment. Donc ça sous 5 ans, on sente vraiment un changement. La création d'emplois. Le compte à rebours est lancé, 5 ans pour redonner souffle à tout un peuple. Dans les rues de Brazzaville, l'attente est immense, mais la patience, elle s'amenuise. Désormais, une seule chose fera la différence, des résultats visibles, immédiats et durables.
Du 9 au 13 juin 2026 se tiendra à Brazzaville la 7e édition du Forum international des entreprises francophones sous le patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Un événement qui sera co-organisé par l'UNOC et le GPF. Images et commentaires. Brazzaville abritera du 9 au 13 juin 2026 au Palais des Congrès la 7e édition du Forum international des entreprises francophones, FIEF en sigle, qui sera co-organisé par l'UNOC, Union nationale des opérateurs du Congo, et le JPF, le groupement du patronat francophone regroupant 60 organisations patronales adhérant sur les 5 continents avec 1 million d'entreprises. Placée sous le très haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso, cette édition réunira les acteurs majeurs du monde économique francophone. Entrepreneurs, investisseurs, décideurs, ne manquez pas cette opportunité unique de networking, de partenariat et de développement. La francophonie économique n'est pas qu'une idée, c'est un levier. Un levier de croissance partagée, un levier pour nos petites et moyennes entreprises, un levier pour la jeunesse, un levier pour l'Afrique. Ce rendez-vous n'est pas seulement un forum, c'est une opportunité, c'est une responsabilité, c'est maintenant. La francophonie économique, levier d'innovation, de partenariat durable et croissance incluse dans l'écosystème francophone, est le thème de cette 7e édition, puisque le FIEF est la plus grande plateforme de rencontres B2B de l'espace francophone. C'est un événement majeur pour le développement économique et la coopération entre entreprises francophones. En se tenant à Brazzaville, les opérateurs économiques tous azimuts vont bénéficier des écosystèmes économiques fiables qu'offre le Congo avec plusieurs opportunités, mais aussi du leadership du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui, à chaque belle occasion, parle des avantages à investir au Congo-Brazzaville à travers un réseautage économique sûr et solide. Avec la 7e édition du FIEF 2026 à Brazzaville, c'est plus de 1000 participants attendus, plus de 40 pays représentés, plus de 50 conférences et ateliers, sans oublier plus de 200 entreprises exposantes. Devenez donc partenaire du FIEF 2026, associez votre marque au plus grand forum économique francophone et gagnez en visibilité auprès des milliers de décideurs et d'entrepreneurs. Allons dans le département de la Sangha où à l'occasion de la célébration de la 20e journée internationale de la Terre sous le thème « Donnons une heure pour la Terre », VVF Éthique sous les auspices de son chargé de communication VVF, Axil Gomo-Ganga, a organisé une campagne de sensibilisation des élèves de l'école Dia et la population à quelques encablures de CB. Blaise Ebika était sur place. Voici notre reportage. Je disais donc, à l'occasion de la célébration de la 20e journée internationale de la Terre, sous le thème « Donnons une heure pour la Terre », VVF Éthique, sous les auspices de son chargé de communication VVF, Axil Gomo-Ganga, a organisé une campagne de sensibilisation des élèves de l'école Dia et la population à quelques encablures de CB. Blaise Ebika pour ce reportage. Organisé dans le cadre de Earth Hour 2026, autrement dit, donner une heure pour la Terre, une journée communautaire de sensibilisation dans le paysage éthique afin de promouvoir la conservation des espèces fauniques emblématiques, de renforcer la compréhension des enjeux liés au conflit homme-éléphant et d'encourager une meilleure coexistence entre les communautés locales, les populations autochtones et la faune sauvage. Tel a été l'objectif général de cette campagne. De façon spécifique, il s'agissait, entre autres, de sensibiliser les élèves et les dites communautés à la conservation des espèces emblématiques du paysage éthique, notamment l'éléphant, le gorille et le chimpanzé, de renforcer la compréhension des communautés sur les causes, les conséquences et les solutions liées au conflit homme-éléphant, en particulier sur la dévastation des champs par ces espèces fauniques, et enfin de valoriser le rôle des élèves comme ambassadeurs de sensibilisation communautaire à travers des récitations, chants, messages éducatifs et interactions avec les habitants. En voici l'illustration en dialecte local.
Axel Goma Ganga, le chargé de la communication de WWF, précise l'importance et les enjeux de ce grand événement de portée mondiale. Et donc aujourd'hui nous sommes réunis ici pour célébrer ce que nous disons en anglais Earth Hour, en français l'heure de la Terre. C'est un événement que le WWF organise chaque année et particulièrement cette année c'est la 20e édition. Nous sommes venus rappeler au village de Dia qu'il est important de donner 1 heure pour la terre. Mais dans ce village, les populations sont victimes du conflit homme-faune. C'est-à-dire que les animaux procèdent à la dévastation des champs. Et donc nous, il était important pour nous de venir rencontrer les populations de ce village, déjà pour continuer à les encourager à ne pas se sentir abandonnés. Nous avons besoin des animaux pour préserver la terre, pour préserver nos forêts, notre environnement et notre nature en général. Le chef de village Dia, Dimitri Borois, est très satisfait de l'action menée par le programme WWF éthique pour la promotion de la conservation de la faune et du soutien apporté aux communautés locales et populations autochtones victimes de la dévastation de leurs champs par la faune sauvage. Là pour sensibiliser la population, préserver notre forêt. Un avantage, parce que d'abord la sensibilisation, 2 l'avantage est pour la population, pour nous tous. Donc de ma part, je suis très ravi. Si les enfants sont là, parce que c'est l'avenir de demain, ils doivent être sensibilisés par rapport à ce que nous venons de recevoir ce matin. Oui, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a plusieurs espèces qui sont là en voie de disparition. Et avec ces projets, avec la sensibilisation, ça va de conserver et garder. Raison pour laquelle je suis joyeux ce matin. À noter que le mérite de cette campagne est qu'une 50aine d'élèves de l'école primaire et les membres des communautés locales et populations autochtones du village Dia ont été mobilisés et sensibilisés sur l'importance de la conservation des espèces fauniques emblématiques et sur les principes de coexistence avec ces dites espèces de faune sauvage. Le préfet du département de la Sangha, Edouard Denis Okuya, a visité le 21 mars le barrage de Liwesso en compagnie du président du conseil départemental Emmanuel Akwelakoum et de la sous-préfète de Mokieko, Odile Kinzeze, Blaise Ebika. Les changements climatiques sont une réalité implacable et les conséquences sont tangibles sur l'environnement. Le barrage hydroélectrique de Liwesso subit de plein fouet l'étiage du fait de ce phénomène. Le préfet du département, Edouard Denis Okuya, a fait le constat du déficit de la fourniture d'électricité à Liwesso après avoir décliné les causes et les solutions à envisager pour le fonctionnement continu du barrage hydroélectrique de Liwesso. Et le constat est le suivant: à cause de l'étiage des eaux, l'eau que le barrage a besoin pour nous produire l'électricité n'en a plus assez. Au temps normal, quand c'est en plein temps, c'est jusqu'à 3,82 m. Là, on est à 3,77 m. La limite critique, c'est 3,76 m. Donc, on est à 1 mètre du point critique. Ce qui fait qu'en ce moment, les stades de la ville de Liwesso, les 3 groupes ne fonctionnent plus correctement. Il y a un seul groupe qui fonctionne, 9 km qui doivent fonctionner dans la ville de Liwesso. Et la ville de Liwesso, c'est moins de 5 MW. Mais on est là à 2-3 MW. Donc, c'est un problème assez grave. C'est comme ça qu'on est venu vérifier avec les techniciens de EKRC et venir vérifier sur place comment ça s'est passé. Le directeur d'exploitation par intérim de EKRC, Edmond Montes Itoa, et le chef de la centrale hydroélectrique de Liwesso par intérim, Alexis Obami Kaba, précise le niveau de production électrique du barrage de Liwesso et des solutions palliatives. C'est-à-dire que baisse drastique du niveau d'eau. C'est ce qui nous a conduit, nous, de réduire dans notre capacité de production. Donc, au lieu de 3 groupes fonctionnels, nous n'en sommes aujourd'hui qu'à un seul par rapport à la quantité d'eau que déverse la rivière Liwesso. Tout à l'heure, lors de la visite, vous allez remarquer par vous-même, parce que nous avons également des éléments de quantification de ce niveau d'eau qui nous alertent pour dire que si nous continuons à faire fonctionner les 3 groupes avec ce niveau d'eau, nous allons droit vers le mur, vers la catastrophe. C'est pourquoi nous avons donc pensé qu'il fallait bien préserver le matériel, réduire la production en mettant en service qu'un seul groupe
qui malheureusement aussi ne produit pas son maximum. Au lieu de 6 mégas, le groupe, nous en sommes peut-être qu'à 2 ou 3 mégas à des heures. Je crois que c'est les dispositions que nous avons prises ici. Donc pour faire simple, le barrage de Liwosso est comme un groupe électrogène. Donc ici, notre source primaire, c'est de l'eau. C'est comme quand tu as un groupe électrogène, tu as besoin du carburant. Donc, dans la maison, il y a pénurie dans la ville. Toi, tu as un peu de carburant, tu demandes à des enfants de réduire la consommation. Parce que le carburant que tu as là ne va pas suffire si on garde les mêmes habitudes. Donc, c'est ce que nous avons fait. Donc, on a demandé à la population de Wesso, à travers le service de distribution, de procéder au délestage afin de réduire la consommation parce qu'on n'a pas beaucoup d'eau pour couvrir le mois de mars et le mois d'avril pour attendre peut-être le mois de mai quand tu auras les pluies. À noter que c'est pour la deuxième année consécutive et au même mois de mars que le barrage hydroélectrique de Liwosso subit les effets dévastateurs des changements climatiques avec impact négatif immédiat sur la fourniture d'électricité à Wesso. La recherche d'une solution durable est le souhait ardent du préfet Edouard Denis Okouya pour sortir Wesso du spectre de délestage électrique déjà annoncé. À Brazzaville, la crise d'électricité atteint un niveau critique dans plusieurs quartiers. Les délestages abusifs plongent les populations dans une obscurité devenue insupportable. Entre difficultés quotidiennes, pertes économiques, le ras-le-bol est total. Michel Opakwele et Eli Eliums. Depuis quelque temps, un constat s'impose avec force. Les délestages abusifs d'électricité dans plusieurs quartiers de Brazzaville ne cessent de s'intensifier. Ce phénomène, devenu récurrent, alimente aujourd'hui un profond ras-le-bol au sein de la population congolaise. Dans de nombreuses zones de la capitale, les coupures surviennent sans préavis et s'étendent, parfois sur de longues heures, plongeant les habitants dans une situation d'inconfort permanent. Les ménages, les commerçants et les artisans en subissent de plein fouet les conséquences entre pertes économiques, perturbations des activités et dégradation des conditions de vie. Au-delà des désagréments quotidiens, c'est également la sécurité qui est mise à mal. À la tombée de la nuit, l'obscurité favorise les actes de délinquance, accentuant le sentiment d'abandon chez les populations concernées. Vraiment, le courant se débrouille. C'est une zone commerciale. Il n'y a pas le courant ici. Oh non, aujourd'hui, il y a le courant. Le lendemain, il n'y a pas le courant. Aujourd'hui, il y a le courant. Des fois, il y a certains... Si vous passez seulement la rue Barangouga, vous allez voir, on n'a pas vraiment l'électricité. Là, de l'autre côté, il y a le groupe. Ici, là, il y a le groupe. De l'autre côté, là-bas, le groupe. Donc, ici, on fonctionne seulement avec le groupe. Côté électricité, là, ici, là, vraiment, on a l'électricité. Face à cette situation devenue insoutenable, la population lance un SOS pour une solution immédiate. Donc, on veut juste le changement. C'est quand on veut, c'est le changement. Si le problème de l'électricité à Brazzaville n'est pas nouveau, son aggravation actuelle appelle des mesures urgentes tant sur le plan de la gestion du réseau que des investissements des infrastructures énergétiques. D'où les voix s'élèvent de plus en plus pour exiger des réponses concrètes. Aujourd'hui, plus qu'un simple désagrément, les délestages sont devenus le symbole d'un malaise profond. Et pour de nombreux Congolais, l'heure n'est plus à la patience, mais à l'action. Dans la société congolaise, il n'est plus rare d'entendre cette phrase « tu es stérile » ou encore « tu nous fais un enfant quand ». Cette interrogation émanant des parents, amis ou simples connaissances cache une réflexion sociale bien réelle. Les couples mariés ou non y sont confrontés de manière récurrente. Prince Charlie à Tikaya pour ce reportage. L'intrusion dans la vie privée des couples tend à se banaliser. Des sujets profondément intimes deviennent des conversations publiques. Au détour d'une réunion familiale ou d'un échange entre proches, la question « Quand vas-tu nous faire un bébé ?» répétée avec insistance peut rapidement devenir oppressante. Plus préoccupante encore, le contexte dans lequel elle est posée. Souvent, sans retenue ni délicatesse, et peut blesser profondément ceux qui la subissent. Dans la conception africaine, l'idée selon laquelle un couple doit nécessairement avoir des enfants reste solidement ancrée. Pour beaucoup, être en couple, voire marié, implique automatiquement la venue d'un enfant, comme une suite logique ou une obligation. De plus, les belles familles, le voisinage et l'entourage participent souvent à entretenir cette pression.
parfois sans mesurer l'impact de leurs paroles. Seulement, certains par souci de préserver l'harmonie choisissent de se taire et d'encaisser en silence. Ces interrogations, en apparence anodines, peuvent en réalité devenir de véritables bombes émotionnelles. Face à cette situation, il devient urgent de sensibiliser sur le respect de la vie privée. Être en couple ne signifie pas automatiquement donner naissance à un enfant. Cela reste avant tout un choix personnel. De l'autre côté de nos frontières, le Cameroun fait face à une vague inquiétante de violences faites aux enfants, des faits d'une cruauté inqualifiable, secoue l'opinion publique et mettent en lumière une réalité alarmante. Bonel Missier et Welcome à Yaoundé pour ce reportage. Au Cameroun, l'émotion est vive et l'indignation grandit. Les cas d'abus sexuels et de meurtres d'enfants se multiplient à un rythme alarmant, révélant une crise profonde qui interpelle toute la société. Des vies innocentes sont fauchées dans des conditions d'une violence extrême, laissant derrière elles des familles dévastées et un pays en état de choc. Le cas du petit Mathis, âgé de seulement 6 ans, en est une illustration tragique. À l'âge où tout devrait être découverte et insouciance, il a été arraché à la vie pour plongeant ses proches dans une douleur indescriptible. À ses côtés, le drame de Divine Barga soussigne une vive indignation. La fillette aurait été victime d'un viol suivi d'un meurtre d'une rare cruauté, perpétré par le père de son ami entre 23h et 3h du matin. Un acte d'une barbarie choquant et révolte. Ces tragiques ne sont malheureusement pas isolés, elles s'inscrivent dans une série de cas similaires qui mettent en lumière une réalité inquiétante. Les enfants camerounais sont de plus en plus exposés à des violences extrêmes, souvent commises par des personnes de leur entourage ou de confiance. Une situation qui révèle des failles dans les mécanismes de protection et de prévention. Face à cette recrudescence, l'opinion publique appelle à des actions fortes et concrètes. Le renforcement des dispositifs de protection de l'enfance, l'application stricte des lois et une répression exemplaire des autres apparaissant comme des impératifs. Il en va de la responsabilité des autorités, mais aussi de l'ensemble de la société de garantir à chaque enfant un environnement sûr et protecteur. Protéger l'enfance, c'est protéger l'avenir. Dans l'engagement collectif qui ne peut souffrir ni retard ni complaisance. Tant que ces crimes continueront d'endeuiller des familles, c'est toute la nation qui reste en dette vers ses enfants. L'heure n'est plus à l'indignation, mais à l'action. Toujours au Cameroun, une session du Parlement réunie au Congrès s'est ouverte le 2 avril 2026 à Yaoundé. Députés et sénateurs ont sur leur table un texte portant sur des modifications de certaines dispositions de la Constitution. Le contenu des modifications souhaitées par la présidence camerounaise à l'initiative inclut la création d'un poste de vice-président de la République. Suivez. Le Cameroun aura bientôt un vice-président. C'est ensemble la mouture du projet de loi soumis à l'appréciation des députés camerounais depuis ce 2 avril 2026. En effet, le président de la République vient de convoquer en urgence un congrès qui unit les deux chambres basses et hautes en effet de modifier certains textes de la Constitution camerounaise en vue de créer le poste de vice-président. Il y aura des modifications de certains articles de la Constitution qui, d'après ce qui nous revient, permettra à ce que le président puisse instituer un poste de vice-président. Cela contribuer, n'est-ce pas, à un bon fonctionnement, un fonctionnement harmonieux des institutions, parce que nous sommes dans un septennat, n'est-ce pas, de grandeur et d'espérance. Une volonté de modification qui surprend les Camerounais comme les députés de l'opposition qui estiment que l'urgence n'est pas à la création d'un poste de vice-président ou de changement de la Constitution. Les députés de l'opposition fustigent le fait qu'ils n'ont pris connaissance du texte qu'en pleine séance de congrès. Hors de question de faire changer la constitution du pays sans l'aval du peuple et par les députés dont le mandat vient d'être prolongé, posant de facto le problème de leur légitimité. Par rapport à cette modification, il aurait fallu vraiment une large concertation. Nous avons eu des instances importantes dans notre pays, la tripartite, le grand dialogue national. On ne peut pas sortir d'une élection comme celle-ci. On ne peut pas, alors que pendant des années, les Camerounais demandent la modification du code électoral, la modification de la Constitution, on ne peut pas décider tout seul. Et en plus, soumettre le test à des élus qui sont censés avoir un mandat prorogé. On s'interroge sur la légitimité de ces hommes, de ces dames.
Selon le projet de loi, le vice-président pourrait être nommé. Il devra achever le mandat présidentiel en cas de décès, de démission ou de vacances du pouvoir. Il faut dire qu'il y a de cela quelques semaines, ce n'était qu'encore une rumeur. Mais à peine le projet déposé sur la table, il vient de déclencher l'ire de la classe politique camerounaise qui estime que l'actuel président voudrait transformer le pouvoir en une monarchie. Un homme a ôté la vie à 4 enfants lors d'une attaque de couteau perpétrée jeudi dans une école maternelle de Kampala, la capitale ougandaise. Images et commentaires. Un homme a ôté la vie à 4 enfants lors d'une attaque au couteau perpétrée jeudi dans une école maternelle de Kampala, la capitale de l'Ouganda. Les forces de sécurité ont identifié le suspect comme étant un homme de 39 ans, nommé Okello Christopher, selon un communiqué de la police ougandaise publié sur X jeudi après-midi. Le rapport de police indique que les enfants décédés étaient âgés de 2 à 3 ans. D'après les premières conclusions, il semblerait qu'il y a quelques jours, le suspect soit venu ici, au centre de développement de l'enfance de Gaba Ali, pour demander une inscription. On lui a alors demandé de revenir à l'école aujourd'hui. En fait, il a également payé le prix d'entrée. Il s'est ensuite précipité sur ses enfants et les a attaqués, en tuant 4 sur le coup. Selon le journal Daily Monitor, le suspect a pu pénétrer dans la crèche en se faisant passer pour un parent. Il se serait d'abord rendu dans les bureaux de l'établissement, où il aurait brièvement discuté avec le responsable avant de sortir, de verrouiller le portail et de s'en prendre aux enfants, précise l'article. Et enfin, près de 40 pays ont engagé jeudi des discussions sur une réponse commune visant à réouvrir le détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite un 5e du pétrole mondial. Les précisions dans ce reportage. Une quarantaine d'États se sont retrouvés jeudi en visioconférence à l'initiative du Royaume-Uni pour envisager une action coordonnée face au blocus imposé par l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Cette fermeture, en représailles aux frappes américano-israéliennes de fin février, menace directement l'approvisionnement énergétique mondial et fait grimper les prix du pétrole. La ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, a dénoncé l'irresponsabilité de Téhéran et souligné que cette situation portait atteinte à la sécurité économique internationale. La France, l'Allemagne, le Canada, les Émirats arabes unis et l'Inde ont participé à ces échanges. Les discussions portent à la fois sur les options diplomatiques et sur la possibilité d'une coordination militaire. De son côté, le président français Emmanuel Macron a jugé qu'une intervention armée directe dans le détroit était irréaliste. L'objectif immédiat est de restaurer la confiance des armateurs pour permettre la reprise du trafic maritime et réduire les coûts d'assurance. Le Royaume-Uni a annoncé la tenue la semaine prochaine d'une réunion de planificateurs militaires. La joie pour les cœurs qui ont longtemps souffert est pareil à la rosée pour les terres desséchées par le soleil. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Excellente suite, surtout pour la télévision plus, la chaîne.